Bienvenue à ce colloque Histoire du climat depuis l'an 1, un hommage à Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est organisé donc par la chaire de l'évolution du climat et de l'océan. Et pour cette journée, en fait, nous allons effectivement nous focaliser sur la période historique, sur le climat de la période historique, avec plusieurs orateurs qui effectuent des recherches sur différents aspects du domaine, donc à la fois de la collecte de données, de la modélisation, donc nous y reviendrons. Donc vous avez ici la liste des orateurs de la journée, et la plupart en fait ont interagi avec Emmanuel Leroy-Ladurie, donc qui sera aussi le fil conducteur de cette journée. Donc à charge pour moi en fait de faire une brève introduction en fait sur les paléoclimats et récents et le contexte actuel, et de rendre hommage effectivement à Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est décédé il y a un peu plus d'un an, le 22 novembre 2023, qui est vraiment l'historien pionnier de l'histoire du climat, en particulier avec son ouvrage fondateur, Histoire du climat depuis l'an 1000, donc le titre même du colloque Histoire du climat depuis l'an 1, donc on a rajouté un millénaire, c'est un peu un clin d'œil à cet ouvrage. Emmanuel Leroy-Ladurie donc avait tenu la chaire d'histoire de la civilisation moderne au Collège de France de 1973 à 1999. Il a pris la suite en fait de Fernand Braudel, et il était émérite honoraire, professeur honoraire à partir de 1999, mais il était tout de même en pleine activité. D'ailleurs, j'ai interagi aussi avec lui, et à plusieurs reprises, notamment nous avons organisé un séminaire commun en 2013 sur l'histoire du climat, en invitant en particulier un autre pionnier du domaine, le pionnier suisse Christian Pfister, pour faire un séminaire commun sur ces sujets en 2013. Donc Emmanuel Leroy-Ladurie reconnaissait, donc c'est effectivement le pionnier qui a lancé l'utilisation en fait des textes historiques et des reconstitutions à partir de ces textes des fluctuations climatiques pendant le dernier millénaire, en particulier en France, mais il reconnaissait tout de même en fait que les archives historiques et que la mémoire humaine en fait étaient des filtres, agissent en fait comme des filtres qui sont quelquefois pénalisants en fait pour essayer d'estimer ces tendances longues. Et il reconnaissait aussi qu'il, dans certains cas, il vaut mieux effectivement se fier aux climatologues statisticiens pour quantifier les changements et distinguer en fait ce qui relève de fluctuations purement météorologiques, aléatoires, de ce qui relève de tendances à long terme, de tendances climatiques. Mais ce qui était important, c'est que dans ses interactions avec ces scientifiques, il avait vraiment un profond respect en fait pour la démarche scientifique, et il était tout à fait convaincu en fait de l'importance du réchauffement actuel, et notamment de son caractère singulier, notamment sa cause anthropique. Donc on pourra revenir justement sur ces aspects pendant tout le séminaire et les différentes contributions aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui était tout à fait net, et il nous a aidé finalement aussi à convaincre, avec ses activités d'historien, de la réalité et de l'impact de ces fluctuations climatiques sur les sociétés. Alors justement, quand on essaye de reconstituer le climat au-delà de la période récente instrumentale, en particulier avant l'invention du thermomètre, au début du XVIIe siècle, eh bien, il n'y a que des informations finalement qualitatives ou semi-quantitatives sur les perceptions climatiques. Ici, vous avez juste une page d'un rapport d'observation météorologique de l'université de Cracovie au début du XVIe siècle, avec des codes qui correspondent à différentes situations météorologiques. Et les auteurs de l'époque se cantonnaient en fait à juste faire un inventaire de la perception qualitative, à la fois de la température, du vent, de la pluie, des nuages. Et c'est normal, et effectivement, c'est en cela que les problèmes viennent très vite avec la mémoire humaine. Ce qui frappe l'imagination, à la fois des scientifiques de l'époque ou des intellectuels de l'époque et du commun des mortels, ce sont les événements extrêmes
donc qui sont effectivement répertoriés dans les textes à la fois quasi scientifiques ou dans la littérature, je dirais, normale, en particulier les tempêtes, les crues, le niveau des rivières, la durée du gel, l'occurrence de la neige. Et donc toutes ces données peuvent être utilisées, mais elles sont difficiles à quantifier et donc à retranscrire en termes de paramètres climatiques homogénéisés sur des longues périodes de temps. Et c'est pour cela en fait que les chercheurs ont très vite essayé d'utiliser d'autres types d'informations. C'est en particulier le cas d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a utilisé des indicateurs phénologiques. Donc nous reparlerons dans la journée, lors de cette journée, de ces indicateurs phénologiques, en particulier de la vigne. Mais essentiellement, ces indicateurs, ce sont les cycles des végétaux ou des animaux, qui peuvent être des cycles naturels ou des cycles liés aux activités humaines, en particulier l'agriculture. Donc les types de cultures, les dates et les rendements des récoltes, certaines cérémonies qui sont liées à l'agriculture peuvent être utilisées pour essayer de reconstituer, au moins semi-quantitativement, les fluctuations climatiques du passé. Alors lorsqu'on en fait une revue, je dirais, très qualitative de ce type d'activité, on peut aussi mentionner d'autres types d'informations, en particulier des tableaux qui sont tout à fait éloquents ici, des tableaux célèbres sur ce qu'on appelle les frost fairs, les foires de Londres en particulier, lorsque la Tamise était gelée entre le XVIe et le XIXe siècle, c'était effectivement assez fréquent pendant essentiellement la période que l'on a appelée, qui a été appelée ensuite le Petit Âge glaciaire. Ici, vous avez juste une représentation d'une de ces foires de Londres sur la Tamise en 1684, mais il y en avait eu bien d'autres, donc des événements qui ont frappé l'imagination, et comme on peut le voir, la glace était quand même suffisamment solide, donc le froid était installé depuis quand même une période significative, donc quelque chose qui n'est pas uniquement un effet météorologique très bref, mais qui est effectivement tout à fait cohérent avec les évolutions climatiques que l'on va considérer pendant toute cette journée. Alors, en complément des contributions d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui sont fondatrices pour cette science, il y a eu d'autres pionniers du domaine, mais qui ont utilisé en fait d'autres types de données et qui avaient des compétences très complémentaires, en fait, en particulier des météorologues, un météorologue anglais, Gordon Manley, qui a été le premier vraiment à obtenir des compilations de séries de températures. Là, il s'agit effectivement de mesures de température avec des thermomètres, des mesures instrumentales, mais pour remonter jusqu'au XVIIe siècle, donc ça c'est une de ses premières publications de 1953. Donc, Gordon Manley était à l'Université de Londres, au Bedford College, la principale difficulté, en fait, c'est de pouvoir homogénéiser des séries de données qui sont fragmentaires ou dont les conventions ont changé, dont les thermomètres ont changé. Donc ça peut créer effectivement, ou ont été déplacés. Avec des collègues, nous avions étudié en particulier les séries de température de Bologne, et il faut tenir compte du fait que à certains moments, les thermomètres ont été changés pour de nouveaux types de thermomètres. Donc il y a une petite différence. On est obligé aussi de tenir compte de leur déplacement d'un endroit à un autre. Donc tout cela, c'est vraiment fondamental de pouvoir les répertorier pour pouvoir compiler et homogénéiser, c'est le terme qui est consacré aussi en météorologie, ces différentes séries temporelles. Donc Gordon Manley a été vraiment un pionnier qui a permis de remonter, enfin ici il s'agit d'une de ses premières publications, mais l'essentiel de ses contributions remontait jusqu'au milieu du XVIIe siècle, avec des séries véritablement de température, mais bon, globalement, enfin, pour une région particulière, l'Angleterre. Un autre pionnier anglais important pour le domaine de la climatologie des deux derniers millénaires, ou du dernier millénaire, est un autre météorologue, Hubert Lamb, qui
faisait partie du Met Office, ce qui est actuellement l'Office météorologique anglais, et qui a été surtout le fondateur de la fameuse Climate Research Unit à l'Université d'East Anglia à Norwich, et qui s'intéressait justement à ces problèmes de série temporelle de température, en particulier pour l'Angleterre. Et il a été en fait le premier à compiler une courbe de température, de variation de température, à la fois pour l'hiver, l'été et une moyenne annuelle, comme vous le voyez sur ce graphique original, en fait, qui est tiré d'un de ses travaux publiés en 1965. The Early Medieval Warm Epoch, donc essentiellement centré sur l'optimum, la période qui sera baptisée par la suite optimum médiéval, même si la signification de cet événement est complexe, donc on y reviendra encore aujourd'hui. Mais donc les premières courbes ont été proposées, et il s'agit, pour ces différentes reconstitutions de changements de température, d'une compilation hybride, en fait, entre les séries de Manley pour la partie la plus récente, donc des séries purement météorologiques, avec des séries basées sur ces indicateurs qualitatifs, à la fois phénologiques ou semi-quantitatifs, qui permettent de reconstituer des variations de température. Donc une contribution aussi tout à fait importante. Et en fait, les différentes approches sont tout à fait complémentaires de ces différents pionniers, à la fois avec la prééminence des travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie en France, et complétés par de façon totalement indépendante par d'autres auteurs, beaucoup plus focalisés justement sur des aspects statistiques et de météorologie au cours de cette période. Alors il est possible aussi d'utiliser encore d'autres types d'indicateurs, c'est ce qui a été fait pendant les dernières décennies, et pour cela on est obligé d'utiliser d'autres types d'archives que les archives historiques, les rapports dans des textes à la fois de la phénologie et de la perception qualitative ou semi-quantitative de la météorologie. Ce sont des archives géologiques au sens large, c'est-à-dire des archives que l'on va pouvoir collecter dans la nature et qui permettent de remonter dans le temps avec une résolution qui est soit excellente, avec une résolution quasiment mensuelle, ou une résolution annuelle, ou des résolutions un peu moindres qui seront décennales, mais qui peuvent être utiles justement pour regarder les tendances longues sur le dernier millénaire ou les 2 derniers millénaires qui nous concernent. Donc ici, j'ai jeté quelques photos qui illustrent en fait certains types d'archives qui sont très utilisées dans ce domaine. En particulier, on va beaucoup parler d'arbres actuels, vivants, et d'arbres subfossiles qui permettent de remonter jusqu'à 2000 ans, mais essentiellement parce que les cernes d'arbres, l'épaisseur des cernes d'arbres ces épaisseurs peuvent être utilisées comme indicateurs climatiques. Donc nous aurons en particulier la contribution de Valérie Do qui va tout nous expliquer justement sur ces aspects d'androclimatologie, et il y a d'autres indicateurs aussi qui peuvent être mesurés directement aussi sur les anneaux d'arbres, sur la cellulose. Mais il y a aussi d'autres archives. Alors, les arbres ont cet avantage d'avoir une chronologie qui est très très fiable sur les derniers 2000 ans. On est à l'année près. On n'a pas forcément un signal saisonnier très clair. Enfin, il peut être complété par d'autres séries. Et ici, je vous montre encore une fois d'autres types d'archives qui sont très utilisés, à la fois des sédiments marins ou lacustres. Quelquefois, ces sédiments ont des résolutions annuelles avec des lamines très très fines, des lamines annuelles qui permettent de dater à l'année près. On peut aussi utiliser lorsqu'on est intéressé par le climat polaire ou le climat des hautes latitudes ou le climat en haute altitude, on peut utiliser des carottes de glace, à la fois prélevées dans des calottes polaires ou des glaciers de montagne. Donc ici, une photo de carottes de glace. On peut utiliser sous les tropiques des coraux. Certains coraux présentent des bandes annuelles un petit peu comme des cernes d'arbres. On appelle ça des sclérocernes. Et il est possible de faire des forages et d'obtenir des séries temporelles qui remontent quasiment sur un millénaire. Bon, c'est relativement rare, mais c'est possible. Et un autre exemple d'archives géologiques qui est très utilisée dans le domaine pour reconstituer le climat sur 2000 ans, sur la période historique, ce sont les stalagmites que l'on peut collecter dans les grottes,
que l'on peut dater, parce que certaines ont des lamines annuelles, et il est possible aussi d'effectuer des datations très précises et très justes avec des méthodes comme la méthode de datation uranium-thorium. Alors voici pour certaines archives qui vont être continues, qui permettent en fait de remonter dans le temps un petit peu comme dans des livres. Alors il y a une énorme complexité ensuite derrière cette présentation de quelques photos, parce que les indicateurs ne sont quelquefois que indirects, quelquefois les archives sédimentaires vont être perturbées, donc une certaine complexité, mais les paléoclimatologues font en fait feu de tout bois pour étudier le climat dans toutes les zones géographiques. Il est évident que, par exemple, sous les tropiques, on n'aura pas accès à des carottes de glace, donc on devra se contenter d'autres types d'archives. Et de même, dans les zones de très haute latitude, en Antarctique, il n'y a pas d'arbres pour faire de la dendroclimatologie, mais il est possible en fait de faire des compilations de ces différentes archives et de ces différentes séries temporelles. Alors, un autre type d'information qui a aussi été utilisé par Emmanuel Leroy-Ladurie, ce sont les marques géomorphologiques des glaciers, en particulier des glaciers des Alpes, qui fluctuent en volume, et à cause de ces fluctuations de volume, qui sont liées justement à l'apport d'eau et de glace, et aussi à la possibilité de conserver cette glace en raison des conditions de température, et il est possible en fait de reconstituer des marques en fait qui ont été laissées par des glaciers actuels mais qui avaient des volumes plus importants ou plus petits, avec des marques géomorphologiques que l'on peut aussi dater avec des outils spécifiques. Ici, c'est juste un exemple pour le glacier d'Aletsch dans le Valais suisse, avec des trimlines qui correspondent à la période du petit âge glaciaire que l'on voit très très nettement, qui montrent en fait que le glacier était beaucoup plus volumineux à cette époque. Alors il est aussi possible, comme je vous ai montré un tableau qui représentait une de ces foires anglaises sur la Tamise gelée, il est aussi possible d'utiliser les tableaux anciens. C'est quelque chose qui a été fait en particulier par un pionnier suisse, Zumbühl, en considérant différentes représentations. Ici, c'est juste une comparaison entre la mer de glace en 1825, où on voit la hauteur en fait du volume de glace de ce glacier, et la photo prise pratiquement avec la même perspective en 2000, donc qui montre effectivement le retrait glaciaire qui a eu lieu entre ces deux instants. Alors, ces différentes archives et ces différentes informations permettent en fait de reconstituer des séries temporelles, d'indicateurs qui ensuite vont être retranscrits en termes de paramètres climatiques comme la température, les précipitations et d'autres paramètres encore. Mais il est important aussi de s'intéresser aux causes climatiques. À la fois, alors il peut y avoir des fluctuations internes au système climatique purement intrinsèques, qui sont liées à certains aspects chaotiques et aussi au fait que il n'y a jamais équilibre énergétique complet, donc il y a toujours en fait des variations climatiques aussi à relativement court terme, mais qui sont d'ordre intrinsèque. Mais il y a aussi des causes qui sont externes, des forçages, on appelle ça des forçages externes, qui sont à considérer, que l'on doit considérer aussi sur cette période. Alors pour des périodes très reculées, en particulier les périodes glaciaires et interglaciaires, on a un mécanisme qui est relativement bien reconnu, qui est complexe dans la mise en œuvre et dans l'explication détaillée des fluctuations régionales, mais essentiellement, on a la mécanique céleste qui vient faire varier les paramètres de l'orbite terrestre et donc l'insolation aux différentes latitudes et aux différentes saisons. La mécanique céleste et les fluctuations d'insolation à l'échelle des derniers 2000 ans, à l'échelle du dernier millénaire, sont relativement faibles. Les grands cycles de la précession, de l'obliquité et de l'excentricité de l'orbite terrestre sont négligeables sur cette période de temps, mais il est important de considérer en fait d'autres forçages sur cette période de temps plus récente, sur la période historique, en particulier les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, on peut les reconstituer sur la même période de temps, donc sur la même période de temps que les archives climatiques qui nous permettent d'évaluer les variations de température ou de précipitation, soit directement, soit indirectement avec les indicateurs
proxy, eh bien, il faut mettre en parallèle l'évolution de ces forçages. Et pour ce qui concerne en fait les gaz à effet de serre, la technique qui est reconnue sur cette, et qui est éprouvée et qui permet effectivement de reconstituer ces différents forçages, en particulier les teneurs de gaz à effet de serre, ce sont les bulles d'air qui sont occluses dans les glaces polaires. Donc ici, deux photos qui vous montrent ces fameuses petites bulles en lumière naturelle, ici en lumière polarisée. Donc on voit très très bien ces petites bulles qui contiennent en fait des gaz atmosphériques et qui permettent en fait de reconstituer les changements de la teneur en particulier des deux gaz principaux qui concernent le forçage sur ces périodes de temps, le gaz carbonique, le CO2 et le méthane. Donc ici vous avez deux reconstitutions, deux compilations en fait qui vous montrent les fluctuations exprimées pour le CO2 en partie par million en volume, donc ppm, et pour le méthane en ppb, de ces concentrations au cours des 2 derniers millénaires, depuis 0 jusqu'à 2000, jusqu'à l'an 2000, ou un peu plus. Donc ce qu'il faut voir à cette échelle, c'est que essentiellement les fluctuations pendant les 2 derniers millénaires, les fluctuations naturelles avant la période récente, la période industrielles, eh bien, sont relativement faibles. Pour le CO2, on a des fluctuations qui sont au maximum de l'ordre de la dizaine de ppm. Donc un forçage climatique, si on l'exprimait en watts par mètre carré, c'est ce qui va être fait ensuite, relativement faible. On peut tenir le même discours en fait sur les fluctuations de méthane. Alors on voit des fluctuations, on voit aussi un gradient entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Tout ça est relativement bien expliqué. On a des fluctuations interdécennales de l'ordre du siècle aussi, mais des fluctuations qui, somme toute, sont faibles, inférieures à 100 ppb. Donc ce ne sont... Bon, il faut en tenir compte de ces fluctuations de ces gaz à effet de serre, mais on voit très bien que ce ne sont pas eux qui vont être les moteurs principaux d'une grande variabilité climatique sur les derniers 2000 ans. Par contre, ce que l'on voit aussi, c'est de façon très très nette, c'est l'énorme perturbation qui est liée aux activités humaines à partir du 19e siècle, du début du 19e siècle, à la fois sur le CO2 et sur le méthane. Mais ça, nous sommes tous au courant de ce problème. Alors, un autre, donc les gaz à effet de serre sont importants, il faut les prendre en compte. On a des mesures qui sont tout à fait valables et qui permettent de contrôler et de contraindre cette influence sur les derniers 2000 ans, mais il y a d'autres forçages externes. Un autre forçage externe qu'il faut considérer sur ces échelles de temps, ce sont les éruptions volcaniques qui ont un impact sur le bilan radiatif de la Terre. Alors, ce ne sont pas toutes les éruptions volcaniques, il y a beaucoup d'éruptions volcaniques, mais les éruptions volcaniques qui ont véritablement une influence sur le climat de la Terre, ce sont les éruptions volcaniques que l'on dites stratosphériques. Ce sont des éruptions suffisamment explosives en fait pour propager des gaz soufrés dans la haute atmosphère, dans la stratosphère, qui est la partie sèche de l'atmosphère, et dans cette atmosphère, dans cette haute atmosphère, dans la stratosphère, en fait, ces gaz soufrés, en particulier l'oxyde de soufre, SO2, vont se transformer en petites particules de sulfate, et ces petites particules de sulfate vont avoir un effet de réflexion, en particulier du flux visible venant du Soleil, ici, donc c'est ce qui est imagé sur ce graphique, avec une réflexion. Donc on a un effet au niveau du sol, au niveau de la troposphère, de la basse troposphère, en partie au niveau du sol, on a un refroidissement net à cause de ces éruptions stratosphériques qui injectent du SO2, de l'H2S, etc. à haute altitude. Ce qui est important sur cette haute altitude, c'est que comme cette atmosphère est sèche, eh bien les aérosols qui vont être formés par les aérosols volcaniques vont pouvoir rester quelques mois à quelques années dans la haute atmosphère et donc avoir un effet qui va être prolongé, alors que si c'est pour les éruptions beaucoup plus locales, qui sont moins explosives, eh bien si le panache de gaz est confiné en fait à la troposphère, il y aura un lessivage par les pluies, par le cycle hydrologique qui va être très rapide, et donc on n'aura pas d'impact à très long terme, et en plus cet impact ne va pas pouvoir être propagé à très grande échelle spatiale,
Parce que ce qui est aussi important, c'est que dans la stratosphère, il y a des vents et des mouvements d'air qui sont très importants et qui vont homogénéiser, qui vont en fait faire en sorte que ces éruptions, même si elles se déroulent dans une région particulière, elles vont avoir un impact climatique à l'échelle quelquefois globale. Donc une complexité, comme on le voit, qui va être prise en compte à la fois par les chercheurs et dans la modélisation, quand il s'agira d'essayer de simuler ces effets climatiques. Alors, les glaces polaires peuvent être utilisées comme archives des éruptions. Ici, c'est juste une photo qui vous montre quelquefois, on trouve carrément des cendres volcaniques dans des carottes de glace. Mais pour la plupart du temps, en fait, ce que les chercheurs font, c'est de reconstituer ces fluctuations de flux de gaz soufré en mesurant directement le soufre dans les carottes de glace. Donc ici, vous avez une compilation de 2 carottes de glace du Groenland, 2 carottes de glace de l'Antarctique sur les 2 derniers millénaires, avec des pics qui correspondent à des éruptions importantes. Les éruptions majeures, en fait, on peut les voir à la fois dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord. Et donc, elles sont soulignées, en fait, sur ces diagrammes. Par exemple, ici, on a l'éruption du volcan Tambora en 1815, dont je vais reparler, que l'on peut tracer, que l'on peut voir à la fois dans les carottes de l'hémisphère sud, en Antarctique et dans l'hémisphère nord. Par contre, il y a d'autres éruptions qui ne se voient que pour un hémisphère, qui sont liées à des éruptions locales ou régionales, qui n'ont pas un impact mondial. On peut signaler en particulier cette éruption de 1783, qui est l'éruption du Laki d'Islande, qui a eu lieu quelques années avant la Révolution française, mais qui a été confinée, on ne la retrouve pas ici dans les spectres de l'Antarctique. Donc elle a eu, ce qui est tout à fait logique, les éruptions islandaises ne sont pas aussi explosives que les éruptions en particulier de toute la ceinture de feu pacifique, avec notamment le Tambora. Une autre source en fait de variation climatique, de forçage externe sur les échelles de temps qui nous concernent, en particulier le dernier millénaire et en fait les 2 derniers millénaires, ce sont les variations de l'éclairement solaire ou de l'irradiance solaire, c'est la même chose, qui sont mesurées depuis quelques décennies maintenant de façon très précise à l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Pendant très longtemps, les gens ont considéré, ces scientifiques ont considéré que le flux solaire était constant, on appelait même ça la constante solaire. Alors maintenant, on sait depuis quelques décennies en fait que la constante solaire varie dans le temps, en particulier elle présente un cycle de 11 ans. Ici, ce que je vous ai représenté, en fait, c'est 2 vues prises du Soleil pour les 2 extrêmes du cycle de 11 ans, dans les UV, avec une variation qui est très marquée dans les ultraviolets, mais on pourrait le faire aussi pour le rayonnement visible. Donc on a des fluctuations qui sont très bien mesurées sur les quelques dernières décennies, mais par contre, au-delà de 1978, eh bien, on n'a que des indicateurs indirects qui ne sont pas directs, qui sont difficilement quantifiable en termes d'irradiance solaire totale, en particulier, que l'on veut exprimer en watts par mètre carré. Donc il y a plusieurs techniques, mais essentiellement les 2 types d'informations qui vont être utilisées par les spécialistes de ce domaine, ce sont d'une part des observations astronomiques directes du Soleil, mais qui ne sont pas des mesures complète de l'irradiance solaire totale, en particulier le dénombrement des taches solaires. Alors il y a plusieurs types de taches solaires, mais donc ce qui font qu'il y a des fluctuations à long terme et à court terme de cette irradiance, de cet éclairement solaire. Et pour aller plus loin en fait que les premières observations par télescope qui ont commencé au début du XVIIe siècle de ces taches solaires, eh bien on est obligé d'utiliser d'autres techniques, en particulier de mesurer des isotopes que l'on appelle des cosmonucléides, qui sont formés par le rayonnement cosmique, mais dont l'arrivée sur Terre va dépendre en fait du champ magnétique solaire, qui lui-même est relié au cycle d'activité solaire. Donc en fait, en mesurant ces cosmonucléides dans différentes archives, en particulier les anneaux d'arbres, on peut mesurer
notamment le carbone 14, qui est un cosmonucléide qui varie en fonction du Soleil, mais il y en a d'autres. On peut mesurer aussi le beryllium 10 ou le chlore 36 dans les glaces polaires. Donc c'est ce que nous faisons en particulier. Bon, ça c'est une activité qui est aussi réalisée dans mon laboratoire qui est le CEREG à Aix-Marseille. Donc on fait feu de tout bois, encore une fois. On peut utiliser donc différentes archives pour reconstituer ces fluctuations des cosmonucléides, pour ensuite, avec des modèles solaires, essayer de reconstituer des fluctuations de l'irradiance solaire totale. Donc ce qui est représenté ici, c'est tiré d'un travail de compilation, parce qu'encore une fois, tous ces forçages doivent être compilés, doivent être comparés entre les différentes techniques, les différentes archives et les différentes méthodes qui nous permettent de reconstituer l'éclairement solaire, les fluctuations volcaniques, les fluctuations des gaz à effet de serre, etc. On est obligé de comparer, de compiler, et ensuite de proposer des fluctuations qui vont être utilisées par les modélisateurs du climat comme courbe de forçage pour perturber les modèles climatiques, les mêmes modèles climatiques qui servent à faire des prévisions pour le prochain siècle ou pour les prochains siècles, ils sont validés, enfin, ils sont étudiés en les perturbant avec ces fluctuations des forçages sur 2000 ans. Donc c'est à la fois un outil de validation de ces modèles qui sont utilisés pour les projections, parce qu'on peut effectivement ensuite faire des comparaisons avec les reconstitutions climatiques sur les derniers 2 millénaires qui sont indépendantes. Alors on va voir aujourd'hui justement que maintenant il y a des techniques en fait pour assimiler les données, pour essayer encore d'aller plus loin dans l'amélioration et dans la combinaison des données et des modèles. Mais au départ, il s'agit au premier ordre de comparaisons qui sont tout à fait indépendantes. On a des forçages. Alors c'est quelque chose qui est effectué depuis les années 2000, depuis le début des années 2000, en particulier dans le cadre des comparaisons, des compilations effectuées par le GIEC, l'IPCC. Dès le troisième rapport, en fait, les forçages climatiques, volcaniques, solaires et autres ont été utilisés pour perturber les modèles et étudier les fluctuations climatiques prévues par ces modèles ou simulées par ces modèles et en les comparant avec les données existantes pour chaque période de temps. Et donc c'est une science qui est améliorée et compilée de temps à autre, enfin régulièrement, notamment dans le cadre du GIEC. Donc ça c'est un autre diagramme, ça c'est un diagramme qui avait été publié dans le cadre du 4e rapport publié en 2007, qui avait l'intérêt en fait de présenter tout sur un même graphique. Vous avez en haut, donc le panneau du haut vous montre les différents forçages. Vous avez le forçage volcanique, donc les différents pics ici, les différentes diminutions correspondent en fait à des forçages négatifs, en fait, parce que essentiellement au niveau de la troposphère, il s'agit d'un refroidissement. Donc on a une diminution exprimée ici en watts par mètre carré du forçage du bilan radiatif, en fait, et des fluctuations solaires. Bon, encore une fois, il y avait 2 solutions qui avaient été proposées à l'époque. C'est aussi encore le cas pour 2017. Nous allons nous réunir bientôt avec d'autres collègues lors d'un colloque spécialisé justement pour renouveler et comparer l'état de l'art sur ces différents domaines pour essayer de converger vers des courbes compilées pour ces différents forçages, notamment pour le forçage solaire. Et le deuxième panneau vous montre en fait le résultat d'une comparaison des données. Alors ces données, elles sont indiquées, elles sont compilées sous forme d'anomalies de température sur le dernier millénaire. Ici, il ne s'agit que d'une reconstitution valable pour le dernier millénaire. Alors c'est avec des conventions statistiques sur ces reconstitutions de changement de température. Donc on reconnaît une période un peu plus froide et une période un peu plus chaude dans ces enregistrements. Et les différentes courbes représentent en fait des modélisations, des simulations qui ont été réalisées. Alors à l'époque, il s'agissait de modèles relativement simples. Et maintenant, l'état de l'art sur le sujet, on pourrait reprendre le dernier rapport du GIEC de 2021, on a une meilleure adéquation entre, et on remonte plus loin dans le temps, entre la modélisation et les données, et la prochaine itération pour laquelle nous allons travailler encore en essayant d'affiner ces problèmes de forçage, on l'espère, sera encore meilleure.
Donc mais la règle du jeu, c'est effectivement celle-ci, c'est de considérer les différents forçages volcaniques, irradiance solaire totale ou éclairement solaire total, et ici la courbe qui compile essentiellement les fluctuations des gaz à effet de serre avec une montée à partir du 19e siècle qui est très nette. Alors ce que l'on voit sur ce diagramme, en particulier pour les températures à la fois modélisées et les températures reconstituées avec les différentes archives que j'ai mentionnées auparavant, c'est qu'il y a à la fois des tendances longues et des à-coups relativement brefs, en particulier des périodes de refroidissement. Ces périodes de refroidissement très brefs, en fait, elles sont généralement liées à une éruption ou à un groupe d'éruptions volcaniques majeures que l'on retrouve pour certaines périodes. Ici, comme je vous ai parlé tout à l'heure de l'éruption de 1815, on retrouve effectivement un refroidissement qui correspond à cette période, avec une multiplicité d'éruptions volcaniques, mais en particulier celle de 1815. Alors celle de 1815, elle est célèbre parce que c'est l'éruption du Tambora, qui a eu lieu donc, en 1815, donc il y avait quand même des scientifiques à l'époque, mais encore une fois, elle a été à l'origine en fait d'une fluctuation climatique à grande échelle, à l'échelle mondiale. Alors l'origine en fait de cette éruption stratosphérique, donc avec un panache qui est monté jusque dans la stratosphère, eh bien c'est une éruption qui a eu lieu sur l'île de Sumbawa en Indonésie. Donc ici vous avez une vue satellite de cette île avec un cratère qui a été complètement ouvert à la suite de cette éruption. Et à l'époque, il y avait déjà en fait des données météorologiques en Europe qui ont pu être utilisées et compilées. Donc là, il s'agit de travaux de compilation relativement récents, en fait, qui ont compilé ces différentes données pour les retranscrire sous forme de cartes de température, d'anomalies de température pour l'été 1816. Donc c'est important parce qu'on essaye aussi de considérer l'impact, notamment sur l'agriculture européenne. Donc avec des refroidissements très marqués, vous le voyez, en France, en Allemagne, en Angleterre, et aussi une influence sur les précipitations, donc des précipitations importantes en été de 1816, donc une année qui a été qualifiée d'année sans été. Alors il y a des évidences aussi anecdotiques qui sont totalement anecdotiques, mais en même temps élégantes. Donc c'est pour ça que j'en ai fait le visuel pour le colloque. Il y a eu une représentation relativement fréquente en fait de coucher de soleil, notamment par les peintres anglais comme William Turner et John Constable à l'époque, à la suite en fait de ces grandes éruptions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que après ces éruptions, eh bien l'atmosphère était effectivement chargée d'aérosols et il y avait effectivement une tendance à avoir des soleils beaucoup plus rouges que classiquement. Donc quelques représentations, mais encore une fois, difficile de chiffrer ça en termes de charge optique comme on devrait le faire, mais c'est quelque chose qui est notable et toujours intéressant de mentionner dans ce contexte. Alors, à part avoir des jolis couchers de soleil, eh bien, les contemporains de l'époque ont en fait beaucoup souffert, en particulier la paysannerie, notamment parce que le prix du grain, notamment le blé, le seigle, etc., a flambé en fait en Europe et aux USA. Ici, c'est une représentation un peu plus tardive que l'année 1816, vers le milieu du XIXe siècle, mais qui représente des glaneuses, des paysannes pauvres qui sont obligées en fait de glaner des épis après les récoltes. Mais donc on a effectivement dans les textes à la fois économique et historique, une certitude en fait sur l'impact sur le prix du grain. Ici, vous avez un histogramme qui représente, alors il est compliqué à lire et pas forcément très facile, mais les années évoluent ici de 1815 à 1820, et pour les différents pays, vous avez plusieurs histogrammes qui représentent en fait le prix du grain. On voit très nettement que, incluant la France, on a immédiatement, en 1816, une augmentation de ce prix, et c'est vrai aussi pour d'autres pays, en particulier l'Allemagne et, comme je l'ai dit, les États-Unis. Alors,
l'impact aussi sur les populations est allé bien au-delà des paysans, et ça a concerné pratiquement toute la population européenne, et notamment certains auteurs ont étudié les aspects économiques en fait qui sont en fait des conséquences de cette fluctuation météorologique très bien identifiée, qui est liée donc à cette éruption majeure. Mais ils ont essayé d'étendre un petit peu le propos en considérant carrément tout le XIXe siècle. Ici, vous avez tirée d'un travail allemand, en fait, une étude en fait comparée de l'émigration allemande vers l'Amérique du Nord en fonction, comparée avec le prix du grain pour différentes céréales, l'orge, l'avoine, l'épeautre, le seigle. Et essentiellement, ce que les auteurs ont essayé de faire, c'est de regarder les relations statistiques entre les températures, les précipitations, les récoltes, bon, un effet qui est direct, mais bon, qui n'explique pas toutes les variations, mais aussi un effet qui va se répercuter en fait sur le prix des céréales et ensuite sur l'émigration. On voit notamment que le nombre d'émigrants allemands en fait a augmenté très significativement en 1817. On a ce pic qui correspond en fait au prix beaucoup plus élevé. On a aussi d'autres événements au cours du XIXe siècle, donc un effet qui est direct. Alors c'est quelque chose qui a été aussi étudié par les auteurs de l'époque. Ici, vous avez une représentation d'un géographe, une photo d'un géographe climatologue, Edward Bruckner, qui a étudié l'influence en fait du climat sur les récoltes à l'époque. Donc ici, un graphique tiré d'un de ses travaux, et les migrations de ses contemporains. Donc vous avez ici des corrélations entre les migrations exprimées en nombre de personnes en fonction des pluies à l'époque, avec des fluctuations qui sont corrélées, et donc un effet direct en fait, des mauvaises conditions météorologiques sur les conditions économiques et donc sur les migrations européennes. Alors, bon, pour la petite histoire, on peut signaler ici qu'en 1885, il y avait un réfugié climatique émigrant vers les États-Unis célèbre, Friedrich Trump, qui est en fait le grand-père du nouveau président américain, Donald Trump, donc, qui était à l'époque, qui a émigré aux États-Unis en 1885 et qui faisait partie justement de cette vague d'émigration allemande qui était liée justement à ces conditions climatiques relativement défavorables. Alors, cette influence en fait de l'éruption du Tambora, elle est allée beaucoup plus loin en fait que l'influence que je viens de mentionner sur le climat européen et américain. On a une influence globale, en particulier, il y a eu d'autres études qui ont signalé une baisse très importante des pluies de mousson, entraînant des famines et notamment une épidémie de choléra qui a débuté en 1817 au niveau de la baie du Bengale. Et cette pandémie, en fait, s'est ensuite propagée pratiquement à la terre entière, parce qu'on était vraiment au début de la mondialisation. Donc, ces maladies ont pu se propager de façon aisée à cause de cette influence climatique qui, au départ, a été confinée à la partie asiatique, mais qui ensuite a eu une influence à l'échelle mondiale. Alors, quand on fait un bilan des différents impacts climatiques sur des événements historiques, eh bien, on a des exemples célèbres. Ici, j'ai juste représenté quelques exemples qui sont cités, que vous revoyez probablement souvent dans la presse, mais dont l'influence climatique est soit minime, mais réelle quand même, soit majeure et déterminante. Et donc, c'est effectivement tout le propos de l'étude détaillée de chaque cas, et d'autres cas encore, pour essayer de effectivement distinguer l'influence, les déterminants climatiques et les autres causes qui sont purement internes. Et encore une fois, le climat peut servir effectivement uniquement de déclencheur avec un effet de cascade d'événements socio-économiques. Donc l'influence, bien évidemment, ne s'est pas limitée à des cas européens. Bon, ici, là, j'ai repris des exemples sur la Révolution française, les Vikings au Groenland, l'Empire romain et byzantin, mais il y a des fluctuations qui sont beaucoup plus
large, en particulier en Mésoamérique ou en Amérique du Sud, et aussi en Asie, en particulier les dynasties chinoises. C'est quelque chose qui maintenant est bien reconnu. Ici, quelques exemples, en fait. Je vous montre un enregistrement, un des enregistrements les plus convaincants, en fait, de l'influence de la mousson asiatique, des fluctuations de la mousson asiatique pour cette partie du monde. Les changements sur les 2 derniers millénaires ou sur le dernier millénaire les plus importants pour les populations, ce sont les fluctuations qui intéressent le plus l'agriculture, ce sont les fluctuations de précipitation, et essentiellement dans cette zone du monde, c'est la mousson asiatique. Donc ce qui est reconstitué ici, cette courbe verte, est en fait issue de mesures d'isotopes stables sur des stalagmites provenant d'une grotte. Alors il y en a bien d'autres, on pourrait faire une compilation, mais essentiellement le message principal peut se lire avec cet enregistrement particulier qui montre en fait des fluctuations qui sont complètement liées à l'intensité de la mousson asiatique, qui était soit plus forte, soit plus humide, soit plus sèche, soit moins importante. Et ce que les auteurs ont bien mis en évidence, avec une chronologie qui est totalement indépendante et qui est très précise, eh bien, c'est que les successions des dynasties chinoises, en fait, sont complètement liées à ces fluctuations climatiques sur ces échelles de temps sur les derniers 2000 ans. Alors, il y a aussi d'autres travaux qui ont carrément compilé les conflits et les guerres en Chine pour montrer en fait que effectivement les fluctuations climatiques sont responsables ou responsables partiellement, en tout cas correspondent et sont corrélées avec les fluctuations climatiques. Donc on a une statistique sur ces conflits et ces guerres qui correspondent aussi aux changements dynastiques pour toute cette période des derniers 2000 ans, avec des périodes différentes, mais qui correspondent à des périodes dont nous reparlerons aujourd'hui, en particulier le petit âge glaciaire, l'optimum climatique médiéval s'il existe, un autre petit âge glaciaire, le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, et une période baptisée l'optimum romain. Donc des fluctuations que l'on retrouve aussi un peu partout et qui sont clairement les moteurs aussi de conflits, essentiellement parce que ces populations, les populations chinoises, étaient très tributaires de la culture du riz, et donc la mousson est absolument fondamentale. Alors c'était vrai aussi pour d'autres régions du monde, en particulier on a des études un peu similaires pour le déclin des cités mayas, qui, pour la période ici du premier millénaire, entre 0 et 1000 ans, l'année 1000, eh bien on assiste en fait à une diminution, à un nombre de monuments datés et un effondrement de certaines cités mayas. Et donc une des causes qui a ensuite eu des répercussions en cascade dans ces populations, dans ces sociétés complexes, eh bien, ce sont des changements de précipitation que l'on peut suivre aussi, au même titre qu'on peut le faire avec les stalagmites de Chine. On peut le faire avec des stalagmites ici qui ont été collectés en Mésoamérique, au sud du Mexique, dans l'état de Belize. Et on peut effectivement voir qu'il y a une corrélation entre cette chute des précipitations, le nombre de mentions de guerre dans les hiéroglyphes mayas et la chute en fait du nombre en fait de monuments pour ces époques. Donc vraiment un impact qui est important. Alors, encore une fois, lorsque l'on fait ces reconstitutions comparées avec des fluctuations, avec des changements sociétaux, il faut aussi garder à l'esprit que, à chaque fois, on va regarder une région particulière qui va être affectée, et l'impact climatique va pouvoir être maximal dans certaines zones, alors qu'à l'échelle mondiale, eh bien, lorsqu'on fait des moyennes à la fois de précipitations ou de température, eh bien, les fluctuations sont bien moindres. Donc, en fait, pour essayer de bien comprendre justement cet effet sur les sociétés, il va falloir très rapidement régionaliser et considérer les fluctuations, l'expression régionale pour les différentes parties du monde qui concernent l'étude, et en particulier les paramètres climatiques qui sont les plus importants. Ici, pour la Chine, je vous ai parlé de la mousson et de la culture du riz. Ici, c'est très clair que les sociétés de Mésoamérique, des Mayas, étaient très tributaires de la culture du maïs, donc un impact absolument direct des précipitations sur les sociétés. Alors, pour terminer, je vous présente une dernière
mise en perspective justement de ce que je viens qui illustre un peu le propos que je viens d'avoir, c'est que il est important aussi de remettre un peu en perspective, parce qu'effectivement il y a eu des fluctuations climatiques sur les derniers 2000 ans, mais lorsqu'on essaye de les compiler et de les moyenner à l'échelle mondiale, eh bien il n'en reste pas moins que le dernier siècle est quand même tout à fait anormal. Là c'est ce que je vous montre un peu pour terminer ce propos qui est essentiellement introductif. C'est une mise en perspective en fait du dernier siècle, mesurée avec des outils modernes, avec des séries instrumentales, qui est représentée ici sur cette courbe d'anomalies de température. Alors, ici, il s'agit d'une compilation d'anomalies de température qui vient d'être publiée en 2024 pour l'été estival. Et ce qui est représenté, en fait, ce sont juste des anomalies exprimées en degrés Celsius. Donc on retrouve des fluctuations relativement brèves, des grandes périodes. On retrouve ici une période qui est relativement longue, qui correspond au petit âge glaciaire, avec des températures essentiellement en dessous de la barre. Et on voit la singularité, en fait, de l'évolution de température depuis un siècle, en particulier avec un été 2023 qui est l'été le plus chaud sur toute cette période. Donc il faut effectivement, ensuite on essaye de faire des considérations à l'échelle mondiale, compiler ces différentes données, et donc ce n'est pas parce que dans une zone particulière on a un optimum ou un refroidissement très marqué ou des fluctuations de pluviosité très importantes qu'à l'échelle mondiale on aura la même chose. Donc bien séparer les phénomènes régionaux des phénomènes globaux. Voilà ce que je voulais vous dire comme pour mettre en perspective en fait les débats que nous aurons aujourd'hui, pour introduire ce sujet. Et donc nous allons avoir aujourd'hui toute une série de contributions qui vont à la fois revenir et mettre en exergue aussi le travail de Laurent Ladurie, parce que certains collègues ont directement travaillé avec lui, et faire un bilan un peu de ce que nous savons sur cette histoire du climat depuis l'an 1, depuis 2000 ans, avant le présent. Voilà, je vous remercie de votre attention.